c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Alors, sur ce plateau, nous recevons pour vous le professeur Baudouin Boissa. Il est président national du G14, qui est un regroupement politique allié à l'UDPS, également membre du CACH. Mais je signale tout de même qu'il est également médecin, comme on l'appelle, docteur Boissa, mais aussi professeur à l'université de Kinshasa. Professeur, bienvenue. Merci. Très bien, comme d'habitude, je ne serai pas seul sur ce plateau. John Chitende est déjà là pour vous servir. John, bienvenue. Merci, pareillement Joseph Vumbi. Alors, merci John, je reste avec vous pour avoir l'essentiel de cette émission. Joseph Vumbi, vous l'avez deviné, hélas, officiellement, la République démocratique du Congo est touchée par les Covid-19. Alors, comment éviter les pires? Joseph Vumbi sera aussi également question d'autres questions brûlantes de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, professeur Boissa, lorsqu'on vous voit, en tout cas, l'opinion retient de vous comme un homme politique expérimenté et président du G14. Comment se porte votre regroupement politique? Le G14 se porte très bien. Il n'y a pas de problème chez nous. Alors, rien à signaler. Nous commençons par... Nous appartenons toujours à la famille politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les G14 se portent très bien, mais de moins en moins visibles. Et si on doit voir le G14, c'est toujours le professeur Boissa. Vous êtes seul ou comment? Non, attention. Alors que c'est moi le président du G14 et... Étant président du G14, selon notre règlement intérieur, c'est moi le porte-parole du G14. C'est comme ça. C'est une question de discipline. Tout simplement. Mais oui. Mais c'est tout un regroupement. Mais comment? Mais je vous l'ai dit la dernière. Bien sûr, nous sommes là depuis 2001. Nous avons 19 ans. C'est pas mauvais. Hein? C'est ça. On le redoutait, en tout cas, les dispositions étaient prises par des autorités pour que finalement le virus ne puisse pas entrer à Kinshasa. Tout le monde avait vraiment été en alerte, mais finalement, un cas est quand même arrivé en République démocratique du Congo. Vous êtes docteur, médecin, et vous enseignez et vous avez formé plusieurs médecins. Nous voudrons avoir votre analyse sur cette situation du coronavirus. Ok. Je suis effectivement biologiste agrégé des centres hospitalo-universitaires de France. Je suis professeur de biochimie et de biologie clinique dans plusieurs universités. Et voilà. Ce virus est arrivé, hein, finalement. Il est arrivé. Alors, son arrivée m'a fait penser à notre séjour en Afrique du Sud. Et lors du dialogue intercongolais, je pense que c'était au mois de février, mars, avril 2002. Nous sommes là, à un certain moment, le président Thabo Mbeki envoie une note aux différentes composantes sur laquelle il proposait un schéma de gouvernement tel qu'on le conçoit en Afrique du Sud. Et vous savez, dans ce schéma, le premier des ministères, vous savez c'est lequel? Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas le ministère des Finances, ce n'est même pas le ministère de l'Éducation, ce n'est pas le ministère de la Défense. Non, c'est le ministère de la Santé publique. Ok. Alors, nous arrivons ici, quand 1+4 forme le gouvernement, le ministère de la Santé publique est relégué à la position de 35e ministère. En fait, vous savez, notre ministère, le ministère de la Santé publique, c'est un ministère hautement stratégique, régalien, qui s'occupe de la vie physique des populations, qui mériterait
cette attention particulière d'être un ministère hautement stratégique. Et grâce à cette affaire de coronavirus, vous voyez ce qui se passe à travers le monde. Allez en Chine, hein, où les décisions qui sont préparées par le ministère de la Santé, ce sont celles-là qui sont annoncées par le président chinois. Allez en France, mêmement. Hier aux États-Unis avec Trump, mêmement, il dit à la demande sur conseil du ministère de la Santé, voilà, j'ai pris les décisions suivantes. Ça montre bien que ce ministère a un caractère régalien et qu'il devrait disposer de tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire des moyens budgétaires, des moyens en termes de ressources humaines, des moyens en termes de formation, des moyens en termes d'équipement qui pourront éviter ce qui arrive en Italie, ce qui est arrivé en Chine, en France, ce qui arrive en France, pays que je connais très bien, ce qui arrive aux États-Unis. Alors, ne prenons pas à la légère cette entrée de ce virus. Et mon ami Jean-Jacques Moyembe a dit que nous devons faire attention. D'abord, je voudrais bien confirmer ici que la population doit suivre scrupuleusement les instructions des autorités sanitaires. Et l'autorité sanitaire nationale, c'est le ministère de la Santé. Donc faites attention à tous les fake news que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ces fake news-là sont très dangereux parce qu'ils risquent de nous conduire à une situation qu'on ne Du genre, le virus ne touche pas la race noire. Faites attention. Oui, tout ça, c'est de la carabiste. Pas la chaleur. Non. Jean-Jacques, d'ailleurs, vient de dire, enfin, je peux aussi le dire, parce que j'enseigne quand même l'immunologie, que ça n'a rien à voir. Le virus n'a rien à voir avec la température, ni avec la couleur de la peau. Mais docteur, permettez-moi de vous appeler docteur. Donc c'est ça, oui, je suis aussi docteur. La communication autour de ces virus en République démocratique du Congo, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de confusion. On nous apprend qu'un sujet d'abord belge, après congolais, et après quelques jours, ce sujet lui-même ne se reconnaît pas malade. Dites-nous, y a-t-il des enjeux financiers lorsqu'un pays déclare qu'il est peut-être déjà touché par une telle pandémie? Y a-t-il des enjeux? À la limite, vous êtes dangereux. Hein? Votre question n'est pas une question facile. Oui. Donc, permettez-moi de ne pas devoir commenter la manière dont la communication dans ce domaine a débuté. Oui. Permettez-moi ça. Beaucoup de confusion. Pour des raisons que vous comprenez. C'est un ministère qui est dirigé par un confrère qui appartient au parti politique présidentiel. Oui. Et donc dont je suis l'un des alliés historiques. Et donc, comprenez que si j'ai des observations à faire, je les ferai directement à ce confrère-là, qui est mon ministre de la Santé. Je pense que ce qui est important, c'est le fait que Jean-Jacques Moyembe, le professeur, affirme que, effectivement, le diagnostic a été posé par un de ces laboratoires à l'INRB. Ça signifie que le virus est arrivé. Maintenant, le nom de la personne, c'est un certain. Est-ce qu'il y a des enjeux financiers? Oui. Le gouvernement doit maintenant, dans ces imprévus, prévoir. Prévoir de l'argent, un budget conséquent pour prévenir la disparition du peuple congolais par ce virus. Le gouvernement congolais. Les gouvernements congolais. Oui, d'abord. Il n'y a pas une approche. Non. D'abord ça. Et je pense que le président de la République a déjà donné des instructions claires là-dessus. Je pense. Tel que je le connais.
Mais il est évident que, compte tenu de la conjoncture économique que nous connaissons, nous sommes membres de l'OMS et donc l'OMS certainement nous viendra en aide. C'est sûr ça. Avec une enveloppe conséquente. Mais je ne pense... Pourquoi vous posez toujours cette question-là? Les questions sanitaires requièrent toujours beaucoup de moyens financiers, si vous ne le savez pas. Voilà. Alors, des dispositions à prendre, vous avez... Nous ne travaillons pas dans les studios, nous on travaille à l'hôpital. Vous avez bien dit qu'il faut que la population ne puisse pas prendre ça à la légère. Ouais. Alors, en tant que médecin, quel est le message que vous pouvez apporter à la population et qui est en train de vous suivre et qui, comme vous le savez, nous sommes des Bantous et qu'on est toujours, on vit de façon sociale et puis nos systèmes de transport, nos marchés, même quand on marche, vous êtes sur la route de Séléma ou par exemple, vous avez de l'embouteillage des hommes, vous êtes en train de vous croiser là. En tout cas, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que l'on doit faire finalement pour éviter le pire? Bon, le comité de la riposte a déjà donné les instructions nécessaires quant à ce. Ce que je dirais, moi, c'est que la première des choses contre laquelle nous devons lutter, c'est la promiscuité. Nous devons éviter la promiscuité. Donc, comme là, c'est bien, nous sommes à 1 mètre les uns des autres. Parce que ce qui sort de ma bouche va directement vous éteindre et vous attrapez votre virus dans le cas où moi je suis éteint. Bon, ça c'est un. Et vous avez vu à l'Élysée hier qu'il y avait un conseil des ministres, mais dans une grande salle et où les ministres étaient à 2 mètres de chacun, y compris du président de la République. C'est très important. Des deux, nous devons éviter les regroupements inutiles. Moi je pense que pour le moment, on doit annuler les matchs de football public. Oui. Ils peuvent jouer, mais sans le public. Des conseils. Nous devons demander aux jeunes de ne plus aller en boîte. Nous conseillons au ministère de l'EPSP de bien voir ce qui se passe ailleurs par rapport aux écoles. Déjà prendre des précautions. Parce que c'est difficile d'interdire à des enfants de la maternelle de ne pas se toucher. Ou de l'école primaire. De l'école secondaire et même des universités. Vous savez qu'à l'université, il y a ce problème de fiançailles académiques qui pilule. Alors, nous devons aussi donner des conseils pour que quand on va au marché, qu'on évite aussi de se toucher. Enfin, ce qui a été conseillé, c'est mettre fin au jeu des mains, cesser de saluer les gens avec sa main, de s'embrasser. Et cesser de s'embrasser. Il paraît que les Congolais n'aiment pas s'embrasser. Il paraît que c'est pas bon. Non, ils font souvent des coups de tête. Ouais, non, même pas ça. C'est pas de ça que je parle. Donc, il faut cesser de s'embrasser. Alors, veillez à votre hygiène des mains. En principe, il faut se laver les mains toutes les heures. C'est ce qui est conseillé, avec un produit antiseptique. Bon, si on fait déjà ça, on est bon. On est bon. Mais si on dit non, il n'y a rien, d'ailleurs, tout ça, le ministre s'est trompé, lui-même a dit qu'il est malade, qu'il n'est pas malade, etc. On distrait la population et en ce moment-là, on met tout le monde en danger. Alors, docteur, dans pareil cas, il y a aussi un vaccin qu'on met en place. Non, il n'y a pas encore de vaccin. Il n'y a pas encore de vaccin. Non, quel est le processus en cette matière? C'est une question un tout petit peu technique. Non, les vaccins. Ça peut prendre du temps. Les vaccins, il y a des laboratoires à l'étranger qui sont en train de travailler là-dessus, mais il faut attendre 1 année. Hein. 1 année au moins. Ah oui, au moins. Hein. Vous passez à l'homme. Donc, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que c'est pas ça. Alors, docteur, lorsque une personne est touchée et qu'il est déjà pris en charge par les professionnels de santé, est-ce qu'il y a l'espoir que la personne soit Certainement, il y a l'espoir. Il est dit que cette maladie, elle est bénigne dans 80% de cas. Donc, il n'y a que dans 20% de cas que ça devient malin, et même quand c'est malin,
Là, on vous prend en charge par une équipe d'infectiologues qui peut vous tirer d'affaire, mais malgré ça, il y aura quand même 4% des morts, au moins. C'est une maladie mortelle. Maladie mortelle. Elle est bénie, mais elle peut être mortelle. Mais on ne sait pas qui peut l'attraper. Parce qu'à un moment, on pensait que c'est seulement les personnes de plus de 60 ans. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de gens de 35 ans, etc., qui sont en train de mourir à travers le monde. Donc je crois que ce n'est pas ça. Alors il faut bien manger et il faut boire beaucoup d'eau. Alors, professeur, les conséquences d'un tel virus sur les tissus économiques d'une nation? Ah, ça, c'est la catastrophe. Hein. Vous voyez, par exemple, bon, prenons la RDC. Voilà. Nous vendons notre cobalt, 80% de notre cobalt à la Chine. 80% de notre cuivre à la Chine. Donc, la Chine, c'est celui qui nous fait entrer le plus de recettes en devises. Ça va? Bon, maintenant, la Chine est bloquée. Bon, comment on va faire ici? Nous entrons dans un marasme économique indescriptible. Parce qu'en fait, nous n'avons pas diversifié notre économie. C'est ça les drames. Et c'est catastrophique. Mais même au niveau du commerce, tout semble être bloqué parce que apparemment la majorité de commerçants vont à partir de Chine. Mais comment? Même les infrastructures, c'est toujours la Chine. Hein. Vous savez, bon, il y a eu l'affaire des 100 jours du président de la République. Hein? On a donné des marchés à qui? À l'office de route et à l'office de voirie. Très bien. Mais eux-mêmes ont sous-traité à des entreprises chinoises. Vous voyez, c'est ça. Nous sommes limités. La Chine est incontournable. Pour le moment. Pour le moment. Très bien. Alors, docteur Boissa, nous quittons votre casquette de docteur pour entrer dans une autre casquette qui est professeur. Vous êtes professeur de l'université de Kinshasa. Tout à fait. Et, en tout cas, ça fait plusieurs décennies que vous enseignez. Oui, plus de 40 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'UNIKIN? Parce que les étudiants ne cessent de réclamer qu'il faut qu'on puisse reprendre le cours, les professeurs qui sont en grève. Alors, finalement, avant même tout ça, il y avait déjà toute une série de problèmes. Aujourd'hui, quelle est la situation de l'UNIKIN? Bon, la première chose que je dirais, c'est que je retiens de l'avis de Monseigneur Plevots. Il demande à nous, les professeurs, de participer à l'éducation et à l'encadrement des étudiants, car nous devons leur servir de modèle. Et alors, vous savez ce qui s'est passé sur notre site, où il y a eu des choses qui ne ressemblent pas revenir à des intellectuels. Ils ont démoli, par exemple, la salle de promotion qui recevait 3000 étudiants, des étudiants de première année. Ils ont tout cassé. C'est criminel. Et d'après les enseignements que j'ai, le président de la République leur a dit qu'ils sont indignes, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont menacé d'aller attaquer leur maître, leur professeur. Ça ne se fait pas, ça. Nous, on a fait mai 68. Hein. J'étais à ce moment-là en deuxième, troisième candidature en Europe. Hein. Vous êtes 60 ans. Mais on s'attaquait jamais. Oui, moi, j'ai connu comme Bendit. On ne s'attaquait jamais à nos maîtres. Et je me rappelle, nous, à la faculté de médecine, nos assemblées générales étaient présidées par le président de l'association corporative des étudiants en médecine de Lille, en présence de monsieur le doyen, Henri Warambou. Donc, toutes nos assemblées générales étaient faites en présence de notre maître. Oui, c'est ça. Et personne ne pouvait toucher à notre maître. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Bon, pour le moment, dans un premier temps, ce campus a été fermé sur décision du gouvernement pour qu'on puisse réhabiliter les infrastructures des résidences universitaires. Ensuite, le gouvernement a décidé que le 24 février, les enseignements reprennent. Mais avant que les enseignements reprennent, les professeurs se sont réunis pour déclencher une grève. Une grève des professeurs, parce que
Un, il y avait le problème des manques à gagner. Deux, il y a deux problèmes de trop perçus. Et trois, plus grave encore, c'est le problème de la perte du pouvoir d'achat lié pour 15% à l'IPR et lié pour 15% à la dépréciation monétaire. Et bon, alors, heureusement, le 27 février, nous avons la délégation de la PUCIN. Je faisais partie de cette délégation, j'accompagnais le comité exécutif, a été reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui était accompagné de celui d'enseignement supérieur universitaire de notre tutelle, du vice-premier ministre, ministre du budget, du ministre des Finances, ils étaient tous là, et nous avons eu un long entretien d'1h30. Bon, nous avons convenu de certaines dispositions que nous devons proposer à l'Assemblée générale ce samedi pour voir ce qu'on va faire. Mais ce qui est bon dans cette affaire, c'est que cela a ouvert les négociations entre la PUCIN, qui représente en fait tous les autres professeurs universitaires de la République, et le gouvernement. Et c'est ça qui est important. Et professeur, pour le reste, oui, je ne peux rien dire d'autre parce que l'Assemblée générale a la primeur et je ne suis pas membre du comité exécutif. Donc, ouais, c'est vrai que... Donc je ne peux pas donner des détails. C'est vrai que voilà, vous ne devez pas faire du bénévolat, vous êtes aussi de père de famille, mais en même temps, c'est l'éducation, c'est la relève qui est en jeu, qui est en péril. Est-ce que par un esprit patriotique, vous ne pouvez pas mettre en veilleuse, si pas revoir à la baisse vos ambitions et reprendre Non, nous tenons à dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'à ce jour, le professeur d'université ne touche que les 2/3 du salaire qu'il touchait sous le régime de M. Kabila. Les 2/3. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, je sais que le président de la République est sensible à ça. Donc, on doit revoir le barème, oui. Mais avant la révision du barème, il faut quand même qu'on nous remette, ne fût-ce qu'au niveau où Félix nous a trouvés quand il a fêté serment. Mais c'est reste que ça. Oui. Après, on va discuter du barème parce qu'il y aura la commission budgétaire à laquelle d'ailleurs, le Premier ministre nous a invités. Il a dit on va vous associer à la commission budgétaire qui va prévoir le budget 2021. Mais en attendant ici, il y a quand même un minimum de choses qu'on doit faire. Et comme si cela ne suffisait pas, l'IPR vient encore vous asphyxier davantage. Non, l'IPR n'asphyxie pas parce que l'IPR c'est la loi. Okay. Et du temps du maréchal Mobutu, nous payons l'IPR. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons une prime institutionnelle, mais on ne sait pas cette prime-là, c'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce que c'est le logement? Parce qu'il y a des rubriques de la déminoration qui ne peuvent pas être imposables. Bon, maintenant, si la loi budgétaire les a imposées, il faut que le gouvernement aille au Parlement au mois de mars leur dire prenez une autre loi pour enlever les avantages acquis et les mentions non imposable de la rémunération. Parce que ça, c'est illégal. On ne peut pas imposer des allocations familiales. On ne peut pas imposer... je sais pas... Vous voyez ce que je veux dire? Le transport, non. Généralement, ça ne se passe pas comme ça dans le monde entier. Les soins de santé. Non, les soins de santé, qu'est-ce que ça vient vers ici? Non, là, on ne peut pas les imposer non plus. Les soins de santé. Parce que dans votre rubrique, là, il y a les logements... Non. Écoute, dans notre statut de professeur d'université, nous sommes pris en charge par l'État. Oui. C'est comme ça. Alors, donc, on va changer de chapitre. Donc c'est ça un peu. En tout cas, quittons l'unique. Donc ce qui est positif, c'est que nous sommes en négociation avec le gouvernement. Et ça, c'est positif. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes au mois de mars. Tout à fait. La place de la femme, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il faut encore faire, je vous laisse la parole. Oui. Professeur, mois de mars, Je vais vous décevoir. Allez-y. Ok, on y va. D'abord, merci de nous prévenir. G14, dans la structure
que vous gérez, il y a combien de femmes? Commençons d'abord par là. Non, dans le comité exécutif, Voilà. il y a une seule femme. Protocole? Non. Ah, ok. Le deuxième vice-président. Généralement, c'est là. Et le deuxième vice-président, donc c'est pas rien. Donc, c'est déjà un pas. Pas rien, ouais. C'est dans. Vous avez des questions un peu. Non, allez-y. Vous savez, la parité, moins de pays l'ont inscrit, en tout cas, l'ont inscrite dans leur constitution. Ouais. À ce titre, la RDC a fait un pas des géants. Mais si vous étiez demandé d'évaluer un tout petit peu cette parité, en commençant par les institutions de la République, a-t-on fait un pas? Nous marquons les pas? Ou c'est juste rester sur papier? Non, ce qui est triste chez vous, c'est que vous voulez tout politiser. Même les évidences. Mais non. Vous savez, cette question du statut de la femme, congolaise, devenue zaïroise, redevenue congolaise, vous devez noter que notre pays a connu un progrès extraordinaire. Extraordinaire. Imaginez que depuis 1967, il y a eu une femme ministre d'État dans le gouvernement. 67, hein? Déjà. Bon, à partir de 70, la femme a commencé à voter, comme tout le monde. Alors, moi, j'appartiens à la corporation médicale. Chez nous, les médecins hommes et les médecins femmes, nous avons le même salaire. Nous sommes en avance sur la France. En France, les femmes gagnent 9% de moins que les hommes. Chez nous, c'est 100%. Comme prof d'université, j'appartiens à deux corps, chez nous, la femme, les professeurs femmes ont la même rémunération, les mêmes avantages que les professeurs hommes. Ce qui est une avancée terrible. Alors, je me rappellerai toujours, quand nous sommes arrivés à Sun City, au dialogue intercongolais, on a vu un caucus de femmes qui venaient soi-disant apprendre auprès des femmes sud-africaines l'émancipation. Non, mais j'étais gêné. Hein. Alors que c'est elle qui devait être à l'école, parce que l'Afrique du Sud, bon, il n'y a pas longtemps qu'ils ont eu un statut. Hein. Je crois que c'est 94. Enfin. Mandela a été libéré en 89, parce qu'avant c'était l'apartheid, vous savez. Et chez eux, ce qui se passe, c'est que comme les hommes étaient plutôt dans la lutte armée, ce sont les femmes qui sont allées plus à l'école que les hommes. Tant et si bien que dans l'administration sud-africaine, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Point. Mais les femmes sud-africaines ne sont pas en avance par rapport à la femme zaïroise ou à la femme congolaise aujourd'hui. Mais non, nous sommes très avancés. Et moi, je me rappelle, quand j'étais encore à l'école primaire, le père directeur, parce qu'ils étaient tous blancs, partait avec son tukutuku, donc avec son wewa, dans les villages pour essayer de prendre les filles, qu'elles viennent à l'école par la force. Mais c'est là qu'il n'y a pas de... Attendez, maintenant c'est fini. Non. Quand vous dites avancer, vous faites allusion à l'instruction peut-être. Nous savons que nos écoles, nos universités sont bourrées de femmes. Merci, non, je n'ai même pas voulu parler de ça. Qu'en plus, l'accès aux études supérieures universitaires, chez nous, ne pose pas de problème. Donc, je veux dire seulement que la femme de notre pays est déjà à un niveau extraordinaire. Mais je me demande si elle est consciente de ça. Mais maintenant, vous savez, la vie politique, c'est très dur. Hein? Les activités politiques. C'est très dur. Et donc, non, pour tout le monde. Okay. Donc, pour tout le monde. Moi, je suis en politique depuis plusieurs années. Je disais depuis 77, 78. J'étais dans les cabinets ministériels, etc. C'est dur, hein? Que vous commencez à 8h du matin, vous terminez à minuit. Et donc, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui militent dans les partis politiques. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Hein? C'est en fonction de ce que vous apportez qu'on vous donne des responsabilités. Je cite un exemple. Vous avez le FCC. Hein? Le FCC, il y a les regroupements, il y a les partis et les personnalités. Okay? Qui est président du Sénat maintenant?
C'est une personnalité. Ouais. Vous comprenez ça? Mais les partis politiques ne peuvent pas dire « Ah, pourquoi lui ?» Non, c'est parce qu'il mérite. Par rapport aux intérêts du FCC, ce personnage-là pèse. Et qui est au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Une femme PPRD. Qui PPRD. pèse. Mais qui pèse. Vous savez d'où elle vient. Hein? Elle a fait la Banque centrale, elle a fait le pays, et puis elle a été ministre du portefeuille. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on dise parité. Non, il faut mériter. Il faut mériter. Et donc il faut que les partis politiques, les groupements politiques puissent se battre pour recruter le plus de femmes possible, méritantes, donc des femmes vraiment qui savent animer, qui savent gérer, etc., pour que quand on doit présenter des candidatures, qu'on les aligne. Parce qu'on ne peut pas aligner comme ça des personnalités qui ne remplissent pas le minimum de critères. Mais c'est ça justement, plusieurs voilà. femmes également. Donc pour parler de la femme, j'ai seulement dit que dans notre pays, on a de la chance parce que la femme a quand même un statut qui n'est pas si mauvais que ça. Un statut. Et vous voyez, chez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que je connais bien, il est très sensible à la question de la femme. Eh bien, il y a une femme directeur de cabinet adjoint qui a 5 branches. Infrastructure, mine, énergie, etc. 5. Même les nouvelles techniques de l'information, c'est elle encore. Vous voyez? C'est très haut. Hein? Non, c'est vrai que... Ne prenez pas ça à la légère. Alors maintenant, quand vous venez au gouvernement, vous avez la première femme qui exerce la fonction de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui est un domaine régalien. Quand même. On ne peut pas dire que la femme congolaise... Une femme vice-premier ministre aussi, du gouvernement. Ah oui, du plan. Plan et coordination économique. Alors, moi je pense que... Les femmes qui vivent dans le milieu rural, par exemple, les femmes rurales. Non. Mais quel est leur sort? Non, chez nous, vous le savez. Mais la femme congolaise joue un rôle extraordinaire. D'abord dans le foyer et dans la vie économique. C'est elle qui part à la forêt. Hein? Le mari coupe le bois et puis c'est elle qui laboure et qui vient avec la nourriture. Elle prépare les micatés, etc. Elle vend et ramène. Là encore, la femme, je ne sais pas, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est la femme congolaise dans notre société. Extraordinaire. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, que j'étais au collège, j'étais content quand maman prenait des vacances. Pourtant, mon père travaillait, préparait les micatés pour m'acheter une chemise. Elle était heureuse de m'acheter une chemise. Papa n'aimait pas, mais il me dit, oh, non, moi aussi, je dois faire quelque chose pour mon fils. C'est ça. Très bien. Alors, on va... Donc, voilà un peu. C'est que je pense de la position de la femme dans la société congolaise. C'est vrai, docteur. Et il y a beaucoup... Et chez nous, à la faculté, cette année, pour vous dire, il y a 4 femmes qui viennent défendre leur thèse d'agrégation. Professeur. En une année. 4 en une fois. Mais c'est énorme. Avant qu'on 4 savants. Qu'on tourne cette page, il y a quand même... Mon vieux, félicitations à celle-là. Il y a même un bémol, monsieur le professeur, docteur en même temps. Oui. Et puis il y a une femme générale. Hein? Oui, je vous amène à l'Est. Allons-y. Oui, mais là on a un problème. Victime de... Oui. Tout à fait. Je pose la question en même temps à un docteur. Ouais. Ce sont des crimes de guerre considérés comme armes de guerre et que faut-il faire de façon pérenne pour que cette situation cesse? Ce sont des crimes contre l'humanité. Et moi je salue le travail que fait Denis Mukwege. C'est un travail extraordinaire. Extraordinaire. Et nous devons tout faire pour demander au gouvernement de mettre fin à la guerre à l'Est, rétablir la paix comme c'était du temps du maréchal. Hein? Et comme ça, il n'y aura plus ça. Et disons, plus jamais ça. Parce que
ce sont des crimes contre l'humanité. Professeur, nous allons ouvrir la page politique. Oui, allez-y. Mais le domaine de la femme, c'est politique. Ouais, allez-y. On part. Allez. La politique globale. Parce que la femme, c'était plus un sujet d'ordre social. Maintenant, nous revenons à la vraie politique. Ah bon? Non, Les non, chefs. non. Non, la question de la femme, c'est une Et question aussi éminemment une femme politique. D'accord. Ouais, alors, le chef de l'État vient d'effectuer un énième voyage, 3e, je crois, au niveau des États-Unis d'Amérique. 5e. Au niveau des États-Unis d'Amérique. Oui, plusieurs fois. Ouais. Alors, allez-y. Là, il va prendre contact avec des grands lobbying israéliens. Il annonce la reprise des relations avec Israël. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit, hein, selon vous. Et quelle est votre lecture de ce voyage du chef de l'État? Qu'est-ce qui vous intéresse? États-Unis ou Israël? Précisez-moi la question. Nous voudrons d'abord... C'est les Congo qui nous intéressent. Nous voudrons d'abord, parce que l'Israël, c'est l'une des grandes activités que le chef de l'État a effectué, a fait là-bas au niveau du... Mais il n'était pas en Israël, hein? Mais il était aux États-Unis. Ok. Voilà. Mais de là où il a annoncé la reprise des relations avec Israël, vous le savez, vous connaissez bien, que ça fait plusieurs années, en tout cas près de 46 ans si je ne me trompe, que nous ne sommes plus en bonne relation, en relation diplomatique vraiment de haut niveau avec Israël. Alors, d'une façon globale, quel est votre commentaire sur ces déclarations-là, sur la terre de l'oncle Sam? Ok, bon, je vais vous surprendre. Bon, moi, j'ai eu la chance. Hein, j'ai passé 2 mois de vacances en Israël quand j'ai terminé mes études secondaires. J'avais 20 ans. J'ai eu une bourse du Lions Club International. Et je me suis rendu en Israël. J'ai fait 2 mois dans un kibbutz, à Machabé, dans le Negev, dans le sud. Et Israël, c'était un tout petit pays. Et ce que je garde d'Israël, d'abord, c'est que c'est un pays où il y a 2 valeurs. Il y a 2 valeurs essentielles. La première valeur, c'est la sécurité de l'État. Deuxième valeur, c'est le travail. En Israël, on travaille. Là-bas, il n'y a pas de gens qui ne travaillent pas. Là-bas, on travaille. Et dans un désert, ils cultivent les fruits, les arbres, etc. Et ils exportent les pêches, les bois. C'est là que j'ai mangé la boîte pour la première fois, la pomme pour la première fois. Ils sont des champions en agriculture. Oui, mais dans le désert. Dans un désert. C'est extraordinaire. Donc, ce que j'ai retenu d'Israël, c'est que c'est un pays où on travaille. Et puis c'est un pays où on fait de la recherche. Je suis sûr qu'ils ont déjà la bombe atomique. Ah oui, hein? Je suis sûr. C'est un secret des politiques. Alors, donc, Israël, mais c'est un pays hautement sécurisé. Donc à tout moment, on sait ce que chacun fait. Et chez eux, le service militaire est obligatoire. Et au fait, ils sont militaires à vie. Parce que même quand ils sont démobilisés, 15 jours, 1 mois par an, ils rentrent à l'armée, vivent l'armée, et puis ils redeviennent civils. C'est un pays extraordinaire. Bon, maintenant, les États-Unis, là, Israël, pour moi, fonctionne comme une partie de l'État américain. Comme une partie de l'État américain. Ce sont les États-Unis qui protègent Israël de tous ces pays arabes qui l'entourent. Alors, troisième chose, moi je suis arrivé en Israël sous la Deuxième République, hein, donc c'était juillet, août de 1965. C'était 1 mois avant que je ne parte en France.
nous avons des relations diplomatiques et sécuritaires, séculaires, donc, qui ont commencé immédiatement à l'accession à l'indépendance, dès le départ. Et le maréchal Mobutu est d'ailleurs le premier chef d'armée à avoir, comment on appelle ça, parachuté à Tel Aviv. Il allait suivre des instructions, de la formation donc militaire là-bas aux États-Unis, et nous avons eu plusieurs de nos militaires et de nos forces de sécurité qui ont fait Israël. Parce que la Mossad, c'est l'un de ces services de renseignement le meilleur du monde. Donc nous avons eu des rapports comme ça, et moi je me rappelle encore, entre 79 et 86, etc., les Israéliens étaient ici. Hein. C'est eux qui encadraient la DSP. Puisque nous devons attendez que je termine. Non. Oui. Vous m'avez posé une question, moi je vous réponds. Allez-y. Alors, moi je pense qu'avec ces problèmes de sécurité que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin de cette coopération stratégique avec l'État d'Israël. Voilà. Moi j'approuve ça. J'approuve ça intégralement. Sans être juif ou sioniste, mais j'approuve. Est-ce qu'il y a-t-il des dividendes d'ordre économique que la RDC peut bénéficier de cette coopération avec Israël? Non, moi je pense que c'est surtout dans le domaine sécuritaire que nous avons besoin d'eux. Et aussi dans le domaine de la formation. C'est mon point de vue. Très bien. Bon, notez aussi que 60% des Congolais sont des chrétiens. Ah oui, hein. Et Israël, il y a une bon, Jésus-Christ. J'ai d'ailleurs. Attends, Jésus-Christ. Il est né en Israël. Cette question, j'ai vu des pasteurs qui ont crié, qui ont sauté de joie pour avoir appris que la RDC va renouer avec Israël, parce que c'était leur demande depuis très très longtemps. Alors nous n'allons pas quand même. Bon, là c'était côté Israël, côté États-Unis. Allez-y. Moi, j'ai toujours pensé que notre pays est tellement immense qu'il a besoin d'avoir un partenariat stratégique avec un État immense, la plus grande puissance du monde. Et nous ne pouvons plus avoir des rapports avec les États-Unis en passant par la Belgique, par la France. Non, nous devons faire ça directement avec les États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont un budget, c'est pas de 10 000 milliards de dollars. Donc, s'ils veulent nous aider sur le plan économique, tout seul, ils peuvent mettre à notre disposition 30 milliards, 50 milliards pour travailler. Et à ce moment-là, on va relever le niveau de vie de notre population. Et il n'y a que ce pays-là qui peut le faire, avec la Chine, bien sûr. Ou avec la Russie aussi. Donc on doit faire. Mais moi, je préfère avec les États-Unis. Non, pas des appels des pieds. Et moi, je pense que le partenariat stratégique que le président Félix a contracté avec les États-Unis est bénéfique pour notre pays. Maintenant, c'est à nous à faire le cahier des charges. C'est à nous. Voilà. Très bien. Alors, professeur, en tout cas, nous aurions bien voulu parler un peu de ces partages entre FCC Cash, qui concerne les entreprises publiques. Mais c'est déjà terminé, ça. Ce sujet-là est inutile parce que vous allez voir incessamment les ordonnances du président seront rendues publiques. Des enquêtes qui sont en cours. Mais l'État, en tout cas, ne nous le permet plus. Vous avez 30 secondes, évidemment, pour conclure l'émission. Bon, comment conclure? C'est que dernier message. Je pense que par rapport au coronavirus, chers compatriotes, le virus est arrivé. Maintenant, nous devons nous prévenir de la disparition de la population congolaise. Nous devons faire l'effort de suivre scrupuleusement les instructions de la tutelle, c'est-à-dire du ministre de la Santé, qui est l'autorité sanitaire supérieure, au nom du gouvernement congolais. C'est très important. Donc, un, nous laver les mains. Deux, cesser
de nous embrasser et tout ça. Faites attention au matin. Non, faites attention au matanga. Très important. Faites attention pendant la messe. Dans les églises. Oui, dans les églises. Faites attention. C'est ça. Moi, je termine par là. Lutte préventive et active contre ce nouveau virus. Voilà, par cet appel que nous mettons un point final à cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.